Le pendule est l'un des objets ésotériques les plus chargés de mystère. Il est aussi le plus simple et le plus utilisé. Ceux qui savent s'en servir peuvent réaliser de grands prodiges. C'est un fiancé, le pendule. C'est un complément, une réponse à votre question. C'est vrai, une confirmation. On lui prête de nombreux pouvoirs, notamment prédire l'avenir, découvrir des sources, mais aussi, plus étonnant encore, retrouver des personnes disparues ou des objets perdus. Et là, j'ai donc pris mon pendule pour pouvoir essayer de localiser autour de Visanova où se trouvait Pascal. Mais le pendule, c'est avant tout un mouvement que l'on va rendre intelligent, un mouvement à qui l'on va donner un sens. Alors, imagination ou réalité ? Cet outil divinatoire peut-il vraiment répondre à toutes nos questions, même les plus impensables ? Qui n'a jamais rêvé de connaître à l'avance les chiffres du loto ? Cette femme, elle, y est arrivée. Le jour où j'ai été valider mon bulletin du loto, ce jour-là, je savais que j'allais gagner. Je savais, j'en étais sûre. C'est à l'aide de son pendule divinatoire que Bernadette Goëri prétend avoir gagné la somme de 40 millions de francs, soit 8 millions d'euros au loto, le 4 septembre 1990. Les esprits auraient guidé son pendule sur les 6 bons numéros. Vous vous souvenez des numéros ? Oui. 4, 6, 8, 13, 27, 33, 36. Vous les oublierez jamais ? Jamais. Et quand j'ai vu les 6 numéros, je me suis dit, mais c'est vrai que ça existe. Le possible dans l'impossible. Traquer l'impossible. J'étais plus la même. J'avais les cheveux qui repoussaient sur le champ. J'avais tout. J'avais ma maladie qui était partie, la déprime, vous savez, le chagrin, le poids des années précédentes. Vous avez tout ça. Tout ça, c'est un rideau où que vous ne voyez plus rien derrière parce que c'est une autre vie. Fille et petite-fille de paysans, Bernadette est agricultrice, mais a toujours rêvé d'une autre vie. Et grâce au loto, elle a vécu pendant près de 10 ans un véritable conte de fées. Vous savez, quand j'ai vu, c'est-à-dire sortir le loto en 76 ou 78, je me souviens plus très bien, eh bien, je peux vous dire que j'ai dit, ça, c'est ma chance. Ça, c'est le bonheur, la chance. C'est la liberté. Je n'étais pas du tout une intellectuelle. Donc, il fallait que je me rejette sur autre chose. Ma mère faisait donc le pendule. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que moi, je ne le fasse pas. Elle ne m'a pas appris à faire le pendule, je l'ai appris moi-même. Hein, différemment, mais je l'ai appris. Et j'ai vu qu'on pouvait faire plein de belles choses. Effectivement, Bernadette avait trouvé grâce au pendule de belles choses, mais surtout beaucoup d'argent. Devenue riche et célèbre, elle a fait la une des magazines et s'est retrouvée sur les plus grands plateaux de télé. Elle n'avait plus aucune barrière. J'ai acheté des colliers, des colliers en perles, vous savez, perles blanches nature, là, avec des diamants et puis du rubis, un énorme rubis. J'ai acheté des bagues, j'ai acheté des bracelets, j'ai acheté tout ce qu'on peut rêver, je l'ai acheté. Elle s'offre même son plus grand rêve, un orchestre symphonique et un premier disque. Pour une petite fille sans défense, souviens-toi lorsque j'ai eu 13 ans. Vous vous rendez compte, à 62, 63 ans, chanter avec un orchestre philharmonique, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, en fait. Vouloir dire, c'est plutôt l'âge de la retraite, franchement. J'ai dit, je suis là, c'est ma chance, je reste. Je la prends. Parce qu'il faut la prendre, la chance. Hein. Il ne faut pas dire, elle va revenir demain. Cette fortune et cette chance, Bernadette la doit à ce simple pendule en laiton doré. Et pour gagner, elle a mis au point une technique bien à elle. Ces cartons-là, que je vous montre aujourd'hui, c'est des cartons que j'ai faits la première fois que le loto sortait en France. J'ai fait ces cartons-là. J'ai travaillé avec ces cartons-là pour moi gagner. Je faisais donc la table comme la planche du loto. Pour réussir, il faut penser très fort à la date du tirage. Et si le pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la réponse est oui. Est-ce qu'il y aura du 1 ? Pour l'instant, ça dit non. Est-ce qu'il y aura du 2 ? Pour l'instant, ça dit non. Est-ce qu'il y aura du 3 ? Pour l'instant, ça dit non. Est-ce qu'il y aura du 4 ? Regardez, c'est comme ça que donc... Mais il peut y avoir le 44, le 34, le 24 ou le 40, ou le 4 tout seul. Est-ce qu'il y aura le 4 tout seul ? Non. Est-ce qu'il y aura le 4 tout seul pour l'instant ? Est-ce qu'il sera en terminaison ? Oui. Est-ce qu'il y aura le 4 tout seul ?
Vous voyez, donc, chaque numéro, il faut les prendre, reprendre et sans cesse toujours les reprendre, jusque presque quelques heures avant le tirage. Pour Bernadette, savoir communiquer avec les esprits par l'intermédiaire du pendule, ce n'est pas un don, mais seulement une question de concentration. Chassez tout ce qui vous empêche d'avoir une bonne concentration pour rester sur le fil conducteur des chiffres, vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, vous pensez au 26, vous n'allez pas penser à ce que vous allez à payer. Il faut rester sur le 26. Est-ce qu'il va sortir? Visualiser la sphère. Le loto qui va sortir. Vous comprenez? Et c'est très difficile de rester sur une base de numéros en ne pensant à rien d'autre. Tous les gens peuvent essayer, ils peuvent le faire. Mais bien sûr, c'est une question de volonté. Alors le pendule peut-il réellement prédire l'avenir ou s'agit-il seulement de chance et de hasard? Pour en savoir plus sur ce fascinant objet, nous avons fait appel à Pascal de Clermont. Magicien de l'esprit, l'homme a décidé d'acheter un pendule afin d'y déceler son mystère. Bonjour, j'aimerais acheter un pendule. Oui. Alors, il y en a plein, là, et ils ont tous des formes différentes. Je voudrais quand même aimer un petit peu savoir, je sais pas, à quoi ça sert, les différences. Alors, les différences entre les différents pendules, c'est simple. Il faut tout simplement que vous preniez un pendule qui d'abord vous plaît. C'est assez joli, j'en ai vu qu'il y avait des vis dessus. C'est Alors, quoi, ça? ce sont ce qu'on appelle des pendules avec chambre témoin. Ces chambres, en fait, permettent de mettre à l'intérieur un témoin, quel qu'il soit, pour rechercher. Par exemple, si vous recherchez de l'eau, vous mettez de l'eau. Si vous recherchez de l'or, vous mettez de l'or. Il y en a donc pour tous les goûts. Même chose pour le prix, qui va de 10 € pour le modèle de base à 1 000 € pour ce modèle grand luxe en cristal de roche, véritable Rolls des pendules. Une fois le pendule dans la main, il se met directement à bouger. Alors, comment cela est-il possible? On sait maintenant tout à fait scientifiquement comment un pendule marche. Il y a des mouvements du pendule qui vont être des mouvements avant-arrière, droite-gauche ou en rond. Et on sait que ce n'est pas du tout provoqué par une lévitation, ce n'est pas du tout provoqué par une force paranormale. C'est simplement des micro-mouvements totalement inconscients de mon bras, de mon corps, de mes doigts, qui vont entraîner ce mouvement de balancier du pendule. C'est des mouvements qu'on n'a pas conscience de faire, qui sont totalement invisibles à l'œil, impossibles à ressentir, mais qui vont justement être amplifiés par le pendule, et celui-ci va se mettre en mouvement. Je dirais catégoriquement non. C'est pas la main qui fait tourner le pendule. Le point capital, c'est la tête. La tête et le vouloir. C'est la communion de l'esprit, de votre tête, qui fait la réponse en restant sur une ligne de concentration, c'est-à-dire bien déterminée. Pour les scientifiques, cet objet ésotérique n'a pas le pouvoir de prédire l'avenir. Mais alors comment expliquer le cas de Bernadette Goëri? En plus des 8 millions d'euros, elle avait gagné plus de 10 fois à des jeux de loterie, et les gains allaient de 1 000 à 20 000 €. Aujourd'hui, le conte de fées s'est transformé en cauchemar. Escroquée par de nombreux charlatans qui voyaient en elle une poule aux œufs d'or, Bernadette Goëri est complètement ruinée. Cette fois, son pendule ne l'avait pas prévenue d'un tel avenir. Mais gagner au loto n'est pas le seul attribut du pendule. Alors comment ce si petit objet peut-il être aussi puissant? Afin de tester son pouvoir, nous avons fait appel à l'un des plus grands radiesthésistes de France. André Gillet affirme que grâce à son obscur outil, il lui arrive de retrouver des objets, des animaux, mais aussi des personnes disparues. Afin de vérifier ses dires, nous lui avons proposé une expérience. Le but, localiser grâce au pendule et flash de voyance de son amie Nathalie, 2 personnes. Ils ne se connaissent pas et sont cachés chacun en région parisienne. Pour les besoins de l'expérience, Éloi et Lucille doivent remettre au médium une photo et un objet personnel. Le voyant dit en avoir besoin pour entrer en contact mental avec les témoins. Donc je donne la bague à laquelle je tiens, que j'ai depuis plusieurs années. Voilà. Moi, je vous propose de vous confier un petit couteau suisse, car il est toujours dans la petite poche de mon pantalon. Voilà. Les témoins s'envolent pour une destination inconnue. Ils sont tous deux déposés dans l'est de la région parisienne. Et c'est Éloi le premier qui va découvrir le lieu où il évoluera tout le long de l'aventure. Pour le voyant, pas de temps à perdre. C'est dans sa maison de Rambouillet que André Gillet va tenter de trouver tout d'abord où se cache Éloi. C'est à l'aide de son pendule, d'une photo du jeune homme et d'une carte qu'il va interroger les esprits pour connaître le lieu où il se trouve. Je demande l'autorisation de rechercher. D'accord. Maintenant qu'André a eu l'autorisation des esprits, il peut commencer sa recherche. Est-ce que Éloi Sergent, né le 18-01 1966, aéroport Charles de Gaulle. Bon. Je suis sur la bonne direction, s'il vous plaît.
Est-ce que le corps physique actuel est présent aujourd'hui? Monsieur Éloi Sergent, né le 18/01/1966, se trouve dans cette zone, s'il vous plaît. Il semble être sur une bonne piste et va tenter sa chance en donnant une réponse. Est-ce que ces personnes, comme je sais fort bien qu'ils sont partis en hélicoptère, est-ce que ces personnes ne sont pas parties de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle? Il n'y a aucun rapport avec ça? Parti, je parle du départ, hein, départ. Ah bon, d'accord. Bon, ben, on peut reprendre juste en 2 minutes. C'est bon? Étonnant, Éloi se trouve bien dans un aéroport. Malheureusement, il ne s'agit pas de celui de Charles de Gaulle, mais celui de Lognes. Le voyant se trompe de 25 km. Épuisé par l'expérience, il a besoin de prendre l'air. Oui, j'ai besoin de me reposer. Il y a un petit peu quand même je dirais, c'est pas l'évident avec du monde autour. Physiquement, ça me vide. J'ai le stress, parce qu'il faut avouer que j'ai un petit peu le stress, la peur. Mais je ne voudrais pas avoir ce doute, et c'est la pire des saloperies pour des gens qui travaillent comme moi. Pour obtenir de l'aide, André Gillet va faire intervenir Nathalie, elle aussi voyante. Depuis le début de l'expérience, elle attend à l'extérieur et ignore tout des indices que André Gillet a déjà trouvés. Pour voir l'avenir, c'est tout un rituel pour Nathalie. Allongée, un casque sur les oreilles, un micro. Tes paupières vont devenir lourdes, très lourdes, intensément lourdes. Ton corps va devenir de plus en plus lourd, lourd comme du plomb. De plus en plus lourd, de plus en plus lourd, lourd comme du plomb. La détente envahit maintenant tout ton corps, les pieds, les mollets, les cuisses, la taille, les hanches, le dos, les bras. Ta respiration est calme et profonde, calme et profonde. C'est en entrant en transe que Nathalie va donner quelques informations troublantes. Il fait jour? Je vois une tour. Une tour? Est-ce que cette tour est loin ou près? Cette tour. Approche-toi de cette tour. Décris tout ce que tu vois, toutes les scènes. Qu'est-ce que tu veux Une dire? sorte de radar qui émet quelque chose. Une sorte de radar qui émet quelque chose. Un radar qui, comme on voit sur les bateaux, sur les gros trucs qui tournent. C'est ça? Non, c'est l'écran. Un écran radar. L'écran que l'on voit. Un écran radar. Une tour et des radars, Nathalie n'en dira pas plus. André Gillet ne le sait pas encore, mais il a échoué. Stressé par ses réponses, il sait aujourd'hui qu'il peut mettre en péril sa réputation. Mais il continue. C'est au tour de Lucille maintenant d'être retrouvée. La jeune femme a été déposée dans un des plus grands parcs d'attractions de France, à Marne-la-Vallée. André Gillet va-t-il cette fois réussir à la localiser? Aidé de sa photo et de sa bague, un indice lui parvient enfin. Dans quelle direction, s'il vous plaît? Est-ce que la direction de Vitry-sur-Seine est bon, s'il vous plaît? Non. La direction de Villejuif. Dans les Yvelines. 200. 272, c'est quoi? Degrés. S'il vous plaît. Pourquoi 272? 272 degrés. Ce chiffre, qui ne veut a priori rien dire, signifie en fait une direction à partir du centre de Paris. Curieuse coïncidence, car si le médium décide de suivre cette direction, il passerait juste devant le lieu où se trouve Lucille. Mais André Gillet décide de ne pas en tenir compte et choisit finalement de chercher plus au sud. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle se trouve, si vous voulez, dans cette portion-là, dans cet angle-là. J'avais beaucoup de vibrations, si vous voulez, de ce côté-là. Voilà. Je la sens dans ce quartier-là, en rapport avec je dirais, ou un château, ou une grande dépendance, une sorte de manoir. Encore une fois, le médium frôle la réalité. Un château, un manoir, Nathalie refait surface pour secourir son collègue. Le rituel recommence, un micro, un casque, des tremblements. De plus en plus léger, intensément léger. Tu vas devenir aussi léger qu'une plume au vent. Et tu vas voler. Voler. Monter. Monter. Monter encore plus haut. Sous hypnose, Nathalie va donner plus de détails que lors de la première expérience. Qu'est-ce qui te fait sourire? Tu es dans une propriété? Une sorte de château. Une sorte de château. Tu es dans un château. Comment il est ce château? Est-ce que tu peux décrire ce château? Il est beau? C'est un ancien? Un ancien château ou un nouveau château?
Est-ce que ça Un ressemble? escalier central. Il y a un escalier central. Tu es devant ce château. Et quel est le rapport avec ce château? C'est un château blanc, un château... Comment sont les pierres? Un peu rouge. Un peu rouge? D'accord. Est-ce qu'il y a du monde autour de ce château? Plus fort encore, Nathalie va tenir une conversation télépathique avec un inconnu sous l'œil curieux d'André Gillet. Tu parles avec qui? Une personne devant toi? Tu parles avec qui? C'est un homme? C'est une personne que tu connais? C'est une femme? C'est un ange? Mais là, elle est épuisée et va presque s'évanouir. Chercher un merde, tu vas là-dedans? Hein? Bah, j'ai l'impression de plus traîner mon corps, donc c'est... Il n'y a plus de corps, il y a plus de corps physique. Donc c'est génial, on voyage... Le temps de claquer dans les doigts, on a un endroit puis un autre. À la fin de l'expérience, nous avons révélé aux deux médiums où se trouvaient Éloi et Lucille. Le résultat n'est pas celui qu'André attendait. C'est une déception, mais elle ne fait pas l'unanimité. Bon, là, c'était une expérience, mais si c'était en réalité, c'est-à-dire où vraiment une personne a disparu, si moi j'aiguille les recherches dans une mauvaise direction ou dans un mauvais plan, ça n'avance pas, si vous voulez. Et pour moi, c'est un échec, oui. Moi, sincèrement, je m'attendais pas à... C'est pareil, c'est un ressenti, mais je m'attendais pas à autant de petits... Parce que c'est que des images, des bribes comme ça. Et pour moi, je trouve ça positif parce que y a quand même pas mal d'éléments. Moi, je suis contente. T'as voyagé gratuit. Je suis contente, non? Ouais. Même s'il n'a pas totalement réussi cette expérience, André Gillet reste un radiesthésiste très demandé, même par les personnes les plus improbables. Et ça m'est arrivé de travailler, si vous voulez, avec la collaboration de la police, c'est-à-dire je vais leur donner les renseignements que je reçois, que je perçois, qui ne sont peut-être pas, je dirais, la vérité propre, mais eux, après, avec leurs moyens d'investigation, peuvent aller sur le terrain ou peuvent aller dans un endroit où je prétends avoir situé cette personne disparue, puisque là, on est sur les personnes, pour pouvoir essayer d'aider les rechercher. Oui, c'est exact. Chaque année en France, 50 000 personnes disparaissent 1 heure, 1 mois et parfois beaucoup plus. Une véritable torture morale pour les familles qui sont prêtes à tout pour récupérer leurs proches. En ultime recours, la police fait parfois appel à des radiesthésistes. En pleine montagne corse, Pascal Tellier, ancien pompier volontaire, disparaît dans d'étranges circonstances. Sans nouvelles de lui depuis 48 heures, la police déclenche l'alerte. Nous avons déclenché donc des recherches jusqu'au milieu de nuit et nous avons donc décidé de reprendre le lendemain matin à la pointe du jour. Mais bon, le seul problème qu'on avait, c'est qu'on n'a pas pu diriger nos recherches comme on le fait habituellement. Nous n'avions pas d'éléments pouvant nous orienter sur un quelconque secteur. Nous avons effectué toutes nos recherches, ou en partie nos recherches, le massif du Rénose sur sa face nord. Et on l'a su après, nous étions à côté de l'objectif. 2 jours que Pascal a disparu, ses proches le sentent en danger et ils n'ont pas tort. Après une chute dans une cascade gelée, il est blessé. Je me suis donc retrouvé vers 5h ou 6h du soir, à la nuit tombante, arrosé de la tête aux pieds, complètement gelé et glacé, avec un traumatisme crânien. J'avais du sang plein les yeux et quand j'ai voulu me relever, je me suis aperçu que j'avais une jambe qui ne pouvait plus fonctionner et il y avait une fracture du tibia. À l'autre bout de la France, en Auvergne, un homme, Jean-Philippe Brébion, ami de Pascal, refuse sa disparition. Il est prêt à tout pour le retrouver. Il parcourt 200 km pour rencontrer cet homme. Il est médium et il est surtout son dernier espoir. Je suis parti immédiatement à Aubenas avec les photos de Pascal. Et j'ai fait tout ce voyage avec les photos dans la main, enfin un peu comme s'il fallait garder le contact et un peu le dire à Pascal, allez, lâche pas, je sais pas ce qui se passe, mais lâche pas. C'était un peu incompréhensible parce que Pascal est quelqu'un de sain, c'est pas quelqu'un qui a
ni qu'il va faire une fugue, une chose comme ça. Donc il se passait quelque chose d'absolument anormal. Arrivé à Aubenas, en Ardèche, Jean-Philippe retrouve le médium. Son nom est Jean-Louis Crozier. Il a plusieurs fois aidé la police à retrouver des personnes disparues. Et quand il voit débarquer Jean-Philippe, sa première inquiétude est de savoir dans quel état est Pascal. J'ai cherché de savoir si Pascal était vivant ou mort. Et tout de suite, j'ai une réaction de vie, mais avec blessure. Aidé de son pendule, d'une carte et de la photo de Pascal, Jean-Louis Crozier va capter de mystérieuses ondes émises par le disparu. J'ai très vite trouvé un écho. Et là, quand il y a un vrai contact, on a envie d'aller se planter ensemble sur le terrain parce qu'on sait qu'il est disparu. On a vraiment l'impression qu'il est là et qu'on est vissé dessus. Et j'ai recommencé 2-3 fois ce travail et tout le temps, je revenais vers cette bergerie et je dis à Jean-Philippe, j'ai un écho à cet endroit-là qui revient tout le temps. Je pense que Pascal Tellier est dans ce coin. Incroyable! En quelques minutes, Jean-Louis Crozier parvient à localiser Pascal dans un secteur de 150 mètres autour d'un torrent et d'une bergerie. Pour Jean-Philippe, il n'y a pas une minute à perdre. Il prévient en urgence les gendarmes de cette nouvelle information. Alors quand on nous annonçait que la victime serait susceptible de se trouver ici, sur ce massif, à l'opposé, donc le massif du Monté d'Or. Vous pensez l'étonnement qu'on a eu, alors qu'on venait d'effectuer toute une recherche là, on a battu des hectares de terrain. C'est vrai que ça nous a laissé quand même, ça nous a posé quelques questions. Et en moi-même, je me disais, il faut qu'on aille voir quand même dans ces bergeries, à proximité des bergeries. C'est notre seul espoir de trouver encore M. Tellier, même si ça paraît surréaliste. Mais même avec les indications du radiesthésiste, les gendarmes ont failli ne pas le retrouver. Et j'ai vu arriver l'hélicoptère qui a passé au-dessus des bergeries. Et j'ai vu le pilote et le mécanicien qui regardaient à gauche, quand moi j'étais à droite, à l'air libre, en train de faire des grands signes. L'hélicoptère a passé au-dessus de moi, a fait un tour et est redescendu dans la vallée. Et puis la nuit a commencé à tomber et je me suis dit que j'allais passer une 3e nuit dans cet endroit, sous ce rocher en tout cas. Et à ce moment-là, j'ai entendu du bruit. Je l'ai vu là au fond de son trou, lorsque je me suis penché. Et ce qui me reste dans ma mémoire, c'est ses yeux. C'est ses yeux blancs cernés de noir. Les hématomes, je pense, des yeux piqués de sang. Ça, c'est un moment très très fort de la journée. Et je dirais même que ça a été le plus beau jour de ma carrière de secouriste. Découvrir une personne vivante, parce que c'est l'heureuse finalité, grâce à des indications qui nous ont été fournies du continent par ce radiesthésiste. C'est quelque chose de miraculeux. Alors que penser du travail de ces radiesthésistes? Réalité ou tout simplement fait du hasard? Jean-Louis Crozier, mort l'année dernière, a pourtant permis de sauver la vie de Pascal Tellier et celle de près de 200 autres personnes disparues, tout ça grâce à l'aide de son pendule magique. Insomnie, accouchements plus nombreux, agressions en hausse, on prête de vrais pouvoirs à la pleine lune. Mais qu'en est-il en réalité? Les rayons de la lune agiraient-ils physiologiquement sur notre corps, essentiellement constitué d'eau? Possible après tout. Mais aucune statistique scientifique ne confirme cette hypothèse. Alors sommes-nous sous influence réelle ou imaginaire? Enquête. Ce que j'ai besoin ce soir, c'est d'avoir un peigne, un ciseau et la lune et une personne, c'est tout. Dans le monde de la coiffure, Djelani Mahaki passe pour un original. Depuis 25 ans, il coupe les cheveux de ses clientes à l'air libre les soirs de pleine lune. Selon une vieille croyance, celle-ci aurait un effet positif sur les cheveux. Elle favoriserait leur repousse et augmenterait leur volume et leur brillance. Au départ, c'était à travers une de mes clientes qui venait tout le temps se faire couper les cheveux pendant le jour de la pleine lune. Et je me suis dit, elle est complètement barge d'attendre la lune pour se faire couper les cheveux. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être elles ont raison. J'ai fait des tests et j'ai obtenu aucun résultat. Un ami lui révèle alors qu'il ne suffirait pas de couper les cheveux le jour de la pleine lune, mais sous ses rayons. Pour Djelani, les résultats sont stupéfiants. Il m'a convaincu que c'était la nuit qu'il fallait traiter, que c'était pas dans la journée, parce que dans la journée, il n'y avait aucun effet bénéfique de la lune. Et effectivement, je vois le cheveu, il change quand il est coupé entre 22h et 6h du matin pendant cette nuit. Au lieu d'avoir 1 cm, on arrive à avoir 1,8, 2 jusqu'à 2,5 cm plus supérieur.
Depuis, Djelani a fait de cette particularité un véritable business et la clientèle ne cesse d'affluer. Certaines clientes demandent même un réveil, de les réveiller à 2 ou 3 heures du matin parce qu'elles ont peur de rater la lune. Et elles viennent avant d'aller à leur travail. Sandra et Lila sont de ferventes adeptes des salons ouverts les soirs de pleine lune. Elles ne manqueraient en aucun cas leur rendez-vous chez leur coiffeur atypique. Je ne peux pas passer le soir de la pleine lune sans me couper les cheveux. Sinon, ça ne va pas. Et de toute façon, je le ressens sur mes cheveux. Si je les coupe trop tard et pas au moment où il le faut, ça va pas. Avant ça, j'avais des cheveux pas beaux, secs, maltraités. Je savais pas quels produits utiliser éventuellement pour les faire pousser. Et en fin de compte, je trouvais que me couper les cheveux les soirs de pleine lune, ça me les faisait pousser. La cliente idéale pour vérifier l'influence de la lune sur la vitalité de notre crinière, c'est effectivement Sandra. Elle a les cheveux teints et alors qu'en moyenne on gagne 1 centimètre de longueur par mois, sa chevelure bat des records de repousse. Voilà, il y a un peu plus de 2 cm de racines par rapport à la dernière fois. Du dernier mois de la dernière pleine lune. Ce ne serait pas l'unique croyance liée à la lune. Dans le petit village de Saint-Martin, on se transmet de génération en génération les secrets de l'astre permettant d'améliorer sa vie au quotidien. Ainsi, comme Germaine et Raymond, on a pris l'habitude pour chaque activité de consulter le calendrier lunaire. Par exemple, pour l'agriculture, si on sème tout ce qui est en terre, les racines, soit les carottes, les pommes de terre, les betteraves, tout ça, on doit les semer en lune décroissante et là, on aura des beaux légumes. Alors, je ne pense pas que la lune soit une baguette magique, mais il y a un bon sens en toute chose. Et les anciens observaient. Et ça, on l'a un petit peu perdu à notre époque, avec notre monde moderne. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment une baguette magique, mais plutôt une question de bon sens et d'observer les lois de cause à effet. Là, par exemple, je peux donner une petite anecdote, c'est que les anciens disaient qu'il valait mieux faire ses paiements, quand on paye ses factures, en lune croissante et éviter de les faire en lune décroissante. Si on fait les paiements en lune croissante, ça retient l'argent à la maison. Si on les fait en lune décroissante, l'argent s'en va et on amène des nouvelles dépenses. Vous l'avez vérifié, ça? Oui, moi j'y crois. Dans ce labo, on fabrique des breuvages médicinaux qui respectent les différentes phases de la lune. Testées et approuvées par les habitants du village, ces potions à base de plantes auraient le pouvoir de drainer notre organisme. On boit ces mixtures le jour de la pleine lune, qui est à base de plantes, de romarin, d'artichaut, de chicorée sauvage pour le foie, donc le jour de la pleine lune. Et on boit un autre mélange qui stimule les reins le jour de la nouvelle lune, à base de busserolles, de rennes des prés, juste pour stimuler les reins. C'est effectivement quelque chose de mystérieux et que ici on croit surtout grâce aux traditions en fait. Et puis on s'aperçoit de l'effet sur le foie ce jour-là et puis sur le rein le jour de la nouvelle lune. C'est ce qui fait que les gens prennent beaucoup ces produits. Mais on ne l'explique pas en fait. On ne l'explique pas, non, c'est quelque chose de vraiment mystérieux. Mais en matière de tradition et de croyances, certains vont encore plus loin. Marc-Louis Questin est druide magnétiseur et professe des idées extravagantes qu'il rattache à l'héritage des druides. Il prétend par exemple reconnecter cette femme enceinte avec l'énergie du cosmos. Et faites ces mouvements-là avec les doigts. Doucement, hein. Voilà. Baissez, doucement, pareil. En inspirant profondément. Alors ça c'est basique, c'est un exercice que vous devrez faire régulièrement. Surtout en période de lune montante, j'insiste bien, parce que ça permet, si vous voulez, de réguler ses propres énergies avec les vibrations, avec les ondes lunaires. D'accord. Les druides voueraient depuis toujours un véritable culte à la lune. Selon eux, elle aurait bien des pouvoirs. Il y a de multiples pouvoirs. Il y a une part féminine, on va dire aquatique, régénératrice, fécondatrice, qui favorise la médiumnité, qui favorise l'inspiration, la magie, la bonne vieille magie traditionnelle. Et vous avez bien entendu son pendant sombre, obscur, qui est une énergie qui peut être plutôt vampirisante ou destructrice. Pour Marc-Louis Questin, la Lune serait d'autant plus puissante qu'elle est habitée. La Lune est habitée par les morts. Autrement dit, quand vous mourrez, vous quittez votre corps, votre enveloppe physique, et vous allez vivre, par exemple, ad aeternam sur la Lune. La fête du 31 octobre au 1er novembre, c'est le Nouvel An celtique. Et c'est le moment privilégié de l'année
où nous pouvons, nous druides, rentrer en communion avec les morts et faire en sorte que leur esprit soit apaisé et faire aussi en sorte que nous, terriens encore vivants, encore incarnés, nous pouvons avoir évidemment beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de santé pour l'année qui va venir. Cette femme enceinte de 5 semaines a de fortes nausées lors des pleines lunes. Grâce à son magnétisme, le druide va tenter de lui transmettre l'énergie cosmique censée la soulager. Là, on approche de la fin de la séance. Est-ce que vous ressentez quelque chose maintenant au niveau du plexus et aussi au niveau de la nuque? Oui, je ressens un petit peu de chaleur. Oui. Et c'est vrai que je me sens mieux, franchement mieux. Je procède à un dernier dégagement. Ce qui est l'avantage de travailler en pleine nature. Si beaucoup sont persuadés des effets bienfaisants de la Lune, d'autres sentent une influence plus ou moins néfaste sur leur état psychologique. Quand je regarde la Lune, j'ai des effets. C'est un mélange du bien, du mal. J'ai l'impression de ne plus être la même. Je tremble intérieurement. Un effet d'excitation, un effet de peur. J'ai l'impression de me sentir une autre personne, comme si j'étais envoûtée sans l'être. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je me sens pas très bien. J'ai envie de discuter, voir du monde, sortir. Non, pas faire la fête, non, pas spécialement, mais voir du monde, ouais. Un peu angoissée. La pleine lune modifierait même le comportement de Dina au point qu'elle changerait radicalement de personnalité. Ces soirs-là, oui, c'est vrai que j'ai envie d'être une autre personne. Voilà, enlever ce côté peut-être un peu timide que j'ai dans la journée par rapport à mon travail. Et le soir, me lâcher un peu plus, malgré que je le suis un petit peu quand même. Et c'est vrai que les soirs de pleine lune, il y a quelque chose qui m'aide à l'être encore plus, une force, quelque chose qui se dégage en moi. C'est comme une montée d'hormones que j'ai en moi qui se libère et je me sens un peu la femme fatale, comme un peu, on pourrait dire, c'est peut-être un peu péjoratif ce que je veux dire par là, la femelle du loup-garou. Vous voyez ce que je veux dire ? Si la Lune a des vertus infinies, elle a également des pouvoirs sur l'esprit humain. Elle rendrait nerveux ou même provoquerait des changements de comportement spectaculaires, ainsi que beaucoup l'affirment. Son action serait-elle finalement due à ces rayons lumineux ? Nous avons posé la question à Jean-Eudes Arlot, astronome à l'Institut de mécanique céleste à Paris. Bien, la Lune n'émet aucun rayonnement. En fait, elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Et la Lune ne reflète que très peu de la lumière du Soleil. C'est un corps très sombre et donc elle ne reflète à peine que 10% de la lumière du Soleil. Alors comment expliquer dans ce cas que beaucoup de gens soient persuadés de ces effets bénéfiques ou malfaisants ? Une tradition culturelle de cette pleine lune qui influence la population, mais d'abord pour une raison très simple. Encore une fois, la pleine lune nous fait disparaître la nuit. Et ça, il faut bien se dire que c'est quelque chose d'extraordinaire de penser que la lune nous permet de voir pendant la nuit. Alors c'est vrai que certaines personnes se disent perturbées par la lune. Elles sont perturbées par la pleine lune tout simplement parce que cette lumière les inquiète, mais c'est une inquiétude purement psychologique. Pourtant, une légende urbaine voudrait qu'il y ait plus d'accidents et d'agressions les soirs de pleine lune. Pour le vérifier, nous avons suivi une équipe de pompiers lors de leurs différentes interventions sur le terrain. On part pour un feu, on sait pas, ça doit pas être sur notre secteur parce que on est le seul engin à partir de la caserne. Et voilà, quand le chef de garde va arriver, il va nous dire exactement ce que c'est. Du côté des pompiers, les soirs de pleine lune sont synonymes de branle-bas de combat. Nous sommes à peine arrivés depuis 10 minutes à la caserne que déjà nous partons sur une première intervention. Quand on regarde le calendrier, que c'est la pleine lune, on se prépare à passer une nuit plus difficile. Est-ce que c'est par superstition? Est-ce que c'est fondé ou pas fondé? On ne sait pas, il faudrait prendre officiellement des statistiques, les jours de pleine lune, le nombre de départs sur la brigade. Maintenant, est-ce que c'est fondé ou pas fondé? Mais on a tendance à passer des nuits plus difficiles. Un feu s'est déclaré dans une école. L'origine de l'incendie semble encore inconnue. Cette agitation naissante serait-elle liée à l'influence de la Lune? C'est ce qui se dit éventuellement. Les gens sont un petit peu plus excités, effectivement.
Enfin, c'est ce qui se remarque au cours de nos interventions. Dans notre milieu sapeur-pompier, on dit que les soirs de pleine lune, on a tendance à un petit peu plus bouger, effectivement. Et les gens sont un petit peu plus excités. Selon la rumeur, la lune pourrait même rendre certains individus violents, au point d'en faire des assassins. Jean-Pierre Fabre, ancien officier de gendarmerie, s'est passionné pour ce sujet tout au long de sa carrière. Il en a même fait un livre consacré entièrement à ce qu'il a appelé les assassins de la pleine lune. Et son intérêt pour le sujet ne date pas d'hier. Je me suis intéressé à la pleine lune, car quand j'étais enfant, je me souviens très bien dans la Dépêche du Midi, j'habitais Toulouse à cette époque, et il y avait eu un article en première page sur l'assassin de la pleine lune, qui constatait que Monsieur X, je ne me souviens plus aujourd'hui, avait tué plusieurs femmes les soirs de pleine lune. Et je me suis souvenu de ça. Et quand j'ai été plus grand et quand j'ai moi-même exercé des fonctions d'enquête, je me suis dit, tiens, il faudrait un jour que je vois si cette histoire est vraie. Il s'est même penché à l'époque sur une théorie originale, celle des marées biologiques chez les hommes. Nous savons que nous sommes constitués de 80% d'eau, grosso modo, et est-ce qu'il n'y aurait pas une irritation du système, des systèmes sensoriels chez l'homme, et qu'elle ne provoquerait pas donc une attitude différente. Une attitude différente qui peut aller d'ailleurs dans le sens de l'agressivité ou dans le sens, je dirais, d'un plus grand taux des victimes. Cette hypothèse n'a jamais été prouvée. Mais selon son inventeur, Arnold Geber, un psychologue américain, le taux de criminalité et de victimes augmenterait de 2% les soirs de pleine lune. Il y aura toujours des crimes, mais ces soirs-là, certainement que des gens qui n'avaient peut-être pas l'idée de passer à l'acte ont plus de chances de passer à l'acte. Ce sont des gens qui, brutalement, ont le petit plus, le coup de pouce, qui va leur permettre, à un moment donné, de basculer de l'autre côté. Il est 1h30 du matin. Nous retrouvons notre patrouille de pompiers sur les lieux d'un nouvel accident. Un scooter renversé par un taxi. Une nouvelle victime de la pleine lune ? Ouais, en fait, c'est déjà la deuxième personne depuis tout à l'heure qui grille un feu rouge, qui vient percuter soit un autre véhicule, soit un scooter. Est-ce que c'est un signe? Oui, non, on ne sait pas. Est-ce que les gens sont plus énervés? Est-ce que... Je ne sais pas. Question. À peine le temps de respirer, changement de décor. Les pompiers interviennent cette fois dans un restaurant. Une femme vient de faire un malaise en apprenant le décès d'un proche. Les soirs de pleine lune, on fait beaucoup plus d'interventions niveau, on va dire, psychiatrique sur la réaction des gens. On fait beaucoup plus d'interventions que d'habitude. Si les pompiers nous confirment leur regain d'activité les nuits de pleine lune, aucun moyen de vérifier que l'astre en est bien le responsable. Pendant ce temps, à Saint-Martin, on se moque bien de la vie des scientifiques et de l'entourage. On continue tout simplement à croire aux bienfaits de la Lune. Voilà, j'ai regardé la Lune en plein pour fortifier les yeux. Ça s'appelle donc des bains de Lune. Et alors, je regarde pendant 30 ou 40 secondes, les yeux bien ouverts, sans osciller. Et ensuite, je ferme les yeux un petit moment pour me reposer et je recommence. Et à un moment donné, il y a l'horizon qui vient tout illuminer comme ça. En ce moment-là, je sais que mon bain de Lune est terminé, que mes yeux ont capté ce qui était nécessaire pour fortifier ma vue. Pouvoir de la Lune ou non, elle n'arrêtera pas d'enflammer, ou plutôt d'illuminer les esprits. Superstitieuse, moi jamais, ça porte malheur. Et pourtant, êtes-vous déjà passé sous une échelle sans frissonner? Et quand un miroir se brise, vous pensez certainement aux 7 ans de malheur. Et qui n'a jamais touché du bois pour éviter le pire? Nous sommes tous un peu superstitieux, mais avons-nous raison de l'être? Quand les problèmes s'enchaînent, il y a de quoi douter, mais faut-il croire à la malédiction? Enquête et témoignage. Croiser les doigts, éviter les chats noirs, avoir peur du nombre 13, nous sommes tous plus ou moins superstitieux. Les superstitions ont toujours existé, toutes les civilisations, toutes les époques ont généré leur lot de superstitions. Mais ces superstitions, d'où viennent-elles? À quoi servent-elles? Peuvent-elles réellement nous aider à conjurer le mauvais sort? Certaines superstitions aujourd'hui nous semblent tout à fait incohérentes parce qu'elles se sont maintenues, elles se sont transmises, alors que la croyance qui les avait générées, elle, a complètement disparu. Exemple, pourquoi hésitons-nous à passer sous une échelle? Il semblerait que cette superstition soit liée à la peur que l'on avait des pendus. Et ces pauvres pendus, avant de les faire monter à la corde qui allait mettre fin à leur jour, sur une échelle, le bourreau les faisait passer sous cette échelle, alors que le bourreau, lui, contournait cette échelle.
Mais au-delà du simple folklore, nos superstitions nous aident parfois à gérer nos anxiétés. Bruno Derrien est arbitre de foot. Et arbitrer au plus haut niveau n'est pas forcément toujours facile. On a la pression comme les joueurs. Objets fétiches et petites habitudes lui permettent d'atténuer son stress. Cette pièce de 20 centimes, j'y tiens tout particulièrement parce que je l'utilise depuis mes débuts dans l'arbitrage. Et c'est vraiment un objet fétiche. Et sans cette pièce, eh bien, j'ai l'impression que je ne me mets pas dans les meilleures conditions pour aborder mon match. Et avant chaque match, on peut dire que Bruno procède à un véritable cérémonial destiné à chasser les mauvaises ondes. Alors il y a un rite auquel j'y tiens. Lorsque j'arrive sur une pelouse avant le match, je pars toujours vers la droite et je fais le tour à l'extérieur des poteaux de corner. Je passe donc derrière chaque poteau de corner. Il y a une fois où j'avais voulu changer une habitude. Au lieu de partir par la droite pour faire le tour de terrain, j'étais parti par la gauche. Et donc, malheureusement, ce match n'est pas très bien passé. Et ça avait eu beaucoup de polémiques d'arbitrage. Et j'avais donc décidé de revenir à mes premières habitudes. Je crois à ces petits détails qui font que les choses peuvent bien se passer si on garde les mêmes habitudes. Bon enfant, les petites habitudes de Bruno peuvent prêter à sourire. Mais à l'hôpital d'Armentières, on prend tout cela très au sérieux. Le psychologue Gabriel Macusa se sert de nos petites croyances pour soigner et apaiser les cas de troubles psychiques les plus graves. Il appelle ça la grigri-thérapie. La grigri-thérapie est une psychothérapie de la même manière que les thérapies systémiques, que les thérapies de couple, la psychanalyse ou que les traitements que les médecins donnent. Ce patient souffre de violentes crises d'angoisse. Pour se soigner, il compte sur les gris-gris du docteur Macusa. Comme j'étais déçu par les médecins que j'ai consultés, je vais avoir des médecins dits parallèles, mais qui, à mes yeux, peuvent m'aider. Nous nous rencontrons pour la 4e fois et nous avons décidé, cette fois-ci, suite à votre sollicitation, de fabriquer ensemble ce gris-gris. Ce gris-gris, le voici. Étoffe de tissu imprégnée de la sueur du patient, mèche de cheveux, rognure d'ongles. Nous nageons ici en plein conte africain. J'ai été surpris de m'apercevoir que dans cette population blanche, le discours sur les croyances, sur les jeteurs de sorts, sur les maléfices, que ce discours existait aussi. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas être à l'écoute de ces discours-là, comme on le fait dans ma culture. J'ai mis en place un rituel simple, adapté à la population blanche. À partir de ce gris-gris, la personne va se construire, va se reconstruire, va continuer à s'élever, va continuer à pousser. Hervé est un des patients du docteur Macusa. La superstition, il y croit depuis ce fameux jour où il a bien failli mourir. Son salut, il le doit, pense-t-il, à ses nombreux porte-bonheur. J'ai donc eu un accident en mai 1999. J'ai donc heurté un talus de face et j'ai fait un soleil par l'avant. Et je m'en suis sorti avec 3 cervicales en miettes, une dorsale tassée, 2 lombaires abîmés. Et si je suis encore vivant, je crois que je ne le dois qu'au gris-gris, au talisman que je porte autour du cou. Normalement, il devait sortir qu'un cadavre de cette épave. Depuis, les gris-gris ont envahi sa vie. Et lorsque son ménage se porte mal, que son couple vacille, c'est à la gris-gris-thérapie qu'il fait tout naturellement appel. Nous avons donc demandé à M. Macusa de nous confectionner ce gris-gris pour empêcher de nous séparer, tout simplement. On était en train de se pourrir l'existence, alors qu'on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Mais qu'a pensé Elisabeth, sa compagne, de cette curieuse thérapie de couple ? J'ai trouvé ça curieux, effectivement. Au point où on en était, bon, j'ai pas posé d'opposition, quoi. Mais à l'époque, pour le docteur Macusa, les choses ne sont pas si simples que ça. Monsieur Macusa nous a accédé à notre demande en nous demandant toutefois de ne pas ébruiter l'affaire. J'avais peur que, travaillant dans une institution officielle, publique, on me prenne pour quelqu'un qui détournait les pratiques.
Malgré ses craintes, le docteur Macusa confectionne ce gris-gris qui, vous allez le voir, aura sur ce couple une influence très puissante. Après que M. Macusa nous ait donné ce gris-gris, nous nous sommes tenus par la main. M. Macusa nous a laissé, nous deux, le gris-gris, nous tenant par la main. Et on s'est regardé et au même moment, sans s'être concerté, on s'est dit le même mot, pardon. Le gris-gris en lui-même a le pouvoir qu'on lui accorde. Donc ce gris-gris devient un objet puissant parce qu'il est couvert par la force du sujet qui y croit. Si nous sommes encore ensemble, c'est grâce à ce gris-gris auquel j'ai pensé très longtemps et très fort parce que je n'avais pas envie de... Je ne pouvais pas accepter la séparation. Ça a marché. Avec le recul, ça a marché. Objets fétiches et petites habitudes, nos superstitions seraient-elles plus influentes sur notre bien-être que nous voulons bien nous l'avouer ? Pour les superstitieux, quand les épreuves difficiles s'enchaînent, ils ne peuvent pas s'empêcher de se demander si le sceau de la malédiction a frappé. Ils ont cette désagréable impression de subir la loi des séries. C'est le cas de Bernard Acherio, qui nous a confié son incroyable histoire. Parfois même, l'infortune se poursuit de génération en génération. L'exemple le plus célèbre est celui de la famille Kennedy, qui a connu de nombreuses morts violentes. Alors, les familles maudites existent-elles et faut-il croire aux malédictions ? Bernard Acherio vit en Auvergne. On le surnomme Monsieur Catastrophe. À près de 60 ans, il détient plusieurs commerces, mais aussi le record des coups du sort. Il a vécu plus de 150 mésaventures et subi près de 20 fractures par le passé. Donc nous allons aller vers le salon de coiffure où j'ai répertorié dans un rayon de 15 mètres au moins 5 sinistres où je ne suis pas responsable. Voici le salon de coiffure de Bernard. Son histoire est digne d'une fiction. Bon, ben voilà, c'est ici que j'ai une voiture qui a brûlé, si vous voulez. On est venu me prévenir à l'intérieur du magasin, je venais de la déposer il y avait quelques minutes seulement. Ça a brûlé comme ça, je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'étincelles ni rien, cette voiture était en bon état, je l'ai fait entretenir assez souvent. Et ce n'est que le début d'une série d'accidents de voiture. Le plus fou, c'est qu'à chaque fois, Bernard n'est même pas en train de rouler. Il est stationné bien tranquillement dans la rue. Une femme est descendue avec un véhicule et elle n'avait plus de frein. Il y avait peut-être 15 voitures ici, elle a percuté la mienne, elle me l'a complètement écrabouillée. J'ai eu une cliente qui m'a prêté sa voiture, on est parti en vacances avec, mais en la ramenant, ce véhicule a été embouti sous le Porsche là-bas. Bernard n'est donc jamais responsable. Mais ce n'est pas fini, la liste continue. Autrefois, il y a un camion qui montait avec des bouteilles d'acétylène et les bouteilles se sont complètement débridées du camion, tombées du plateau et ont écrabouillé la voiture. Et légèrement plus haut, on m'a volé une voiture. Impossible de trouver une explication rationnelle. La seule similitude entre les accidents, la proximité avec le salon de coiffure. Mais ce n'est pas le seul endroit où Bernard a eu de gros ennuis. À quelques kilomètres de là, il possède une maison dans laquelle il faisait entreprendre des travaux. Il y a une voiture qui est arrivée tout droit, qui a manqué son virage. J'avais une bétonnière qui était là devant cette porte. Cette maison était en réparation. La bétonnière est tombée sur la voiture de ma voisine et a rebondi sur cette porte. Elle a cassé cette porte complètement, elle était complètement refaite. Et à l'intérieur, il y avait un véhicule et ça a écrasé tout l'arrière du véhicule. Voilà, ça a été un sinistre, ça a été 3 en 1 en fait, c'était un pack. Réparation, frais, procédures. Avec ces accidents en cascade, Bernard a subi des années de tracas. Mais ce n'est pas le pire. En fait, les problèmes, il les attire depuis son plus jeune âge. J'ai eu, dès l'âge de 14-15 mois, une fracture du fémur. Il a fallu me reprendre à marcher. On m'avait interdit de faire du sport pendant un grand nombre d'années, alors que c'était une erreur médicale, c'était qu'un souffle anorganique. Ensuite, dès que j'ai voulu aller travailler, j'ai pris ma bicyclette pour chercher mon premier emploi. J'ai percuté un pylône, donc j'ai eu un truc assez important au crâne. En restaurant cette maison, je suis passé à travers du plancher, je suis tombé au rez-de-chaussée, je me suis fracturé le coccyx. Bernard a accumulé près de 200 mésaventures, dont il a même écrit un livre. Accidents, fractures multiples, dégâts matériels, vols. Alors d'où vient cette malchance chronique? Serait-il victime d'une malédiction? Il y a plein de choses, si vous voulez, ça touche tous les domaines. Vous vous posez des questions, hein, et c'est incompréhensible. Le docteur Jean-Charles Pascal est psychiatre. Pour lui, l'explication est simple.
plus on s'expose, plus on prend de risques, plus on a de risques d'avoir des événements traumatisants. Une vie très mouvementée serait probablement l'explication. Vous voulez, je me bouge beaucoup, j'entreprends beaucoup, donc si je restais chez moi, peut-être j'aurais rien. Personnellement, si vous voulez, j'attribue ça à une malchance perpétuelle et chronique. Il est vrai qu'à la maison, Bernard est le plus actif et le seul à être touché par cette malchance. Mais des séries de drames jalonnent parfois l'histoire de familles entières. La malédiction des Kennedy est l'exemple le plus connu. En moins d'un siècle environ, une demi-douzaine de ses membres périrent de mort violente. Une théorie troublante a été élaborée par Anne Ancelin, grande psychologue universitaire. Le transgénérationnel, c'est ce qui traverse les générations de façon inconsciente. Ce sont les mémoires familiales et les souvenirs d'événements familiaux passés qui se répètent. L'histoire de la famille a des conséquences de génération en génération. Le docteur Pascal a tenté de comprendre cette théorie. Nous aurions tous une dette vis-à-vis de nos ancêtres dont il est compliqué de se débarrasser. On reproduirait les traumatismes et les catastrophes survenues à nos arrière-arrière-arrière-grands-parents par incapacité justement à solder cette dette. Il existerait donc un lien inconscient entre les Kennedy, qui reproduiraient sans le vouloir des événements tragiques, quelle que soit l'époque. 22 novembre 1963, le président JFK se rend au Texas accompagné de son épouse Jackie. On avait prévenu le président Kennedy qu'il risquerait d'être attaqué à Dallas. Il y est allé quand même. Et en plus, il a décidé de ne pas mettre le toit par balle de sa voiture. À découvert, c'est une cible facile. Et malgré l'escorte importante, un homme va profiter de cette aubaine. JFK est tué par balle à 46 ans. Un mythe est né. Pour moi, il a contribué à son assassinat en prenant des risques complémentaires. Fait étrange, le 22 novembre est l'anniversaire de la mort de son arrière-grand-père. C'est lui qui fit émigrer toute la famille d'Irlande aux États-Unis. Selon Anne Ancelin, John Kennedy ne pouvait ignorer cette date symbolique. On se met en danger des jours importants pour l'histoire de la famille où il y a eu des morts ou des drames. Le président Kennedy s'est mis en danger pour le jour anniversaire de la mort du père de son grand-père. La mort de l'arrière-grand-père aurait donc entraîné dans son sillage celle de John, environ un siècle plus tard. Mais pour le docteur Pascal, la famille Kennedy n'est pas maudite. Là aussi, son analyse est plus rationnelle. La famille est immensément célèbre, immensément aimée et immensément haïe. Donc, l'un va être tué à la guerre, ce qui est arrivé à des millions de gens. Les autres vont être assassinés politiquement dans un pays, effectivement, où il y a une certaine violence politique. En à peine plus de 60 ans, 6 Kennedy sont morts dans des circonstances difficiles. En 1944, le frère de John disparaît à la guerre dans l'explosion de son avion. Un autre de ses frères, Bobby, meurt en 1968. Il vient de remporter les primaires en Californie quand il est abattu. En 1984, c'est un des fils de Bobby et neveu de John qui décède d'une overdose à seulement 28 ans. Un autre fils de Bobby se tue dans un accident de ski en 1997. Il n'a que 39 ans. Le fils de John et Jackie, JFK Jr., meurt dans le crash de son avion en 1999. Il est âgé de 38 ans. Il y a eu, on peut dire, chez les Kennedy, une exposition donc à la tragédie. Et il arrive à la théorie transgénérationnelle, ce qui arrive à toutes les théories, quand les gens y croient trop. Une théorie, c'est fait pour servir à penser, ça ne dit jamais la vérité. Le malheur des Kennedy aurait donc pour origine un goût du risque et des vies très actives. L'immense célébrité de la famille met d'autant plus sous le feu des projecteurs chacun de ces drames. Bernard Acherio, qui semble lui aussi comme marqué du sceau de la malédiction, n'a pourtant pas vécu sous les feux des médias toute sa vie. Pour Bernard, comme pour la famille Kennedy, cet acharnement du sort reste très troublant. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette plongée dans le monde du surnaturel. Nous irons faire un tour du côté des sorcières qui existent toujours. Mauvais sort et magie noire ont-elles un vrai pouvoir? Et puis nous découvrirons le monde des magnétiseurs et des sorciers. À tout de suite.
Magnétiseurs, guérisseurs, rebouteux, leurs mains auraient le pouvoir de soigner. Des dizaines de milliers de Français les consultent en espérant soulager leur douleur. Nous avons suivi 4 magnétiseurs aux méthodes différentes. Faut-il croire à cette pratique légale mais non reconnue par la médecine? Gilbert Christmann prétend posséder le pouvoir de détecter grâce à son corps la présence d'eau dans le sol. C'est ce qu'on appelle un sourcier. Nous lui avons lancé un défi. Trouver une source sur un terrain qu'il ne connaît pas. Réussira-t-il? Les méchantes sorcières qui font peur aux enfants n'existent pas seulement dans les contes. Aujourd'hui, au XXIe siècle en France, elles sévissent encore. Persécutées au Moyen-Âge, ont-elles les pouvoirs diaboliques qu'on leur prêtait à l'époque? Sont-elles réellement investies d'un pouvoir surnaturel? Aujourd'hui encore, elles pratiquent la magie noire, l'envoûtement et l'occultisme. Nous vous offrons ce soir une plongée édifiante dans le monde des sorcières. Exorcisme, poupées chargées de maléfices, incantations et autres secrets vous seront révélés. La sorcellerie, superstition, manipulation de l'esprit, enquête. Les sorcières, considérées comme des adoratrices du diable, existent depuis des siècles. Rejetées, pourchassées, brûlées, elles ont pourtant toujours fasciné. Les adeptes de cette magie noire y voient une solution à tous leurs problèmes. Mais ces jeteuses de sorts ont-elles vraiment du pouvoir? Ce qui m'a fait penser que j'étais victime d'un envoûtement, c'est que je ne maîtrisais plus mes gestes. Arnaque ou réalité, la sorcellerie existe-t-elle vraiment? Qui sont ces nouveaux sorciers? Quels effets ont-ils sur les gens? Par cette étole violette, étole des exorcistes, revêt-moi Seigneur de la puissance, afin que je puisse vaincre les ténèbres et annoncer la gloire de ton saint nom. Eau bénite, signe de croix, onction, sel de protection, la cérémonie à laquelle vous assistez s'appelle de l'exorcisme. Habituellement pratiquée dans la plus grande discrétion, nous avons aujourd'hui pu participer à cette messe peu commune. Cette femme qui a tenu à garder l'anonymat affirme être victime d'un grave envoûtement. Une femme lui aurait jeté un sort afin de lui voler son fiancé. Au nom du Christ Jésus, je casse, j'annule, j'anéantis. Pour la délivrer du mal qui l'a fait souffrir, elle a fait appel à cet homme. Monseigneur Schaffner est évêque de l'église anglicane d'Antibes, un courant non reconnu par l'église catholique. Réputé pour être extrêmement puissant face aux forces maléfiques, il est habitué à pratiquer ses rituels de désenvoûtement. Et pour lui, aucun doute, Cathy est victime d'ensorcellement. La genèse de l'histoire de Cathy, c'est lorsque son fiancé a fait une rencontre qui n'était pas convenable, c'est-à-dire d'une femme qui pratique la magie noire, l'occultisme et l'envoûtement. Et tout le reste en a découlé, tout simplement. C'est ça le point de départ. Alors que tout va bien dans son couple, un jour, elle est abandonnée par l'homme qu'elle aime sans aucune raison. Et il m'a demandé de partir du jour au lendemain, alors que ça faisait 10 ans qu'on se connaissait et qu'on s'était fiancés à l'église. Et du jour au lendemain, il me demande de partir sans aucune explication. Mais il y a pire. Cathy elle-même semble ressentir des choses étranges qu'elle ne peut contrôler. J'entendais des voix. À un moment donné, sur le lieu de mon travail, la voix me disait en fait que le fait de travailler, c'était de gagner de l'argent et que ça servait le diable. Elle m'a demandé si je voulais avoir une vie meilleure, si je voulais devenir meilleure, et moi j'ai dit oui. Et donc il fallait que je souffre, et il fallait donc que je me réincarne en tant qu'handicapée pour souffrir, et donc il fallait que je meure. Comme sous hypnose, Cathy va alors obéir aux voies de l'occulte et commettre peut-être l'irréparable. J'ai obéi et donc j'ai essayé de trouver le moyen. J'ai lâché le volant de ma voiture qui est allé en fait se fracasser contre un poteau.
J'avais surtout très peur de faire du mal malgré ma volonté. Étant donné que je n'arrivais plus à maîtriser mes gestes, j'ai eu peur de commettre un crime. Choqué par ces propos, l'évêque se rend compte de la gravité de la situation. Cathy survit à l'accident, mais pour elle, ce n'est que le début des problèmes. On lui retire son fiancé, on lui retire son travail, on lui retire la prospérité. Sa mère tombe malade, elle en meurt, elle entend des voix, elle fracasse sa voiture contre un mur. Je ne sais pas si vous voyez l'ensemble des événements qui ont été induits par cet envoûtement. Et c'est un drame humain, ça gâche la vie, c'est un gâchis. Coïncidence ou non, la vie de Cathy est devenue un véritable enfer. Et pour elle, la seule solution possible pour se délivrer de cette force occulte, c'est l'exorcisme. Bien que la sincérité de son témoignage ne fasse aucun doute, il est pourtant difficile de conclure aujourd'hui qu'il s'agit vraiment de sorcellerie. La sorcellerie en France n'est pas un phénomène nouveau, mais on n'en finit pas de mettre en doute sa réalité. Plus de 20 000 adeptes pratiquent aujourd'hui la magie noire en France. Pour en savoir un peu plus, nous avons fait appel à l'un des plus grands spécialistes de la sorcellerie en France, Paul-Éric Blanru. L'image actuelle de la sorcière remonte en réalité à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, et a été créée par les inquisiteurs. Ils ont créé de toutes pièces un stéréotype de la sorcière, auquel répondaient naturellement des braves femmes dans les villages, qui, en général, c'est le bouc émissaire de village, c'est-à-dire des femmes qui avaient des petits problèmes de comportement. Il suffisait d'être dénoncé pour être déclarée sorcière. Persécutées pendant des siècles, les sorcières continuent aujourd'hui de pratiquer leurs sciences occultes loin des regards. Et pourtant, cette femme nous a ouvert les portes de son antre. Elle s'appelle Sonia Lazareff. Surnommée la sorcière blanche, elle est redoutée par tous les adeptes des sciences occultes pour ses puissants pouvoirs en matière de magie noire. Le désenvoûtement de la personne, c'est immédiat, c'est ma spécialité, très très célèbre pour ça. C'est-à-dire qu'en 3 jours, vous êtes désenvoûté pour toute la vie. Pour pratiquer cette science occulte, Sonia dispose d'un véritable laboratoire. Mais vous ne verrez pas cette chambre des potions. Malgré notre insistance, la sorcière refuse catégoriquement de tout nous dévoiler. Je ne veux pas montrer. Je n'ai jamais montré. Je montrerai jamais. Où est-ce qu'elle voulait voler? Mais pas du tout, mais ça souille. Pour préparer ses potions et talismans contre le mauvais sort, Sonia est partie jusque dans la brousse africaine pour recueillir les produits les plus précieux et les plus rares. Ça, c'est une peau d'éléphant, vous voyez? Ça, c'est bon, ça. Il y a la hyène. Pourquoi j'aime les hyènes? Parce que c'est celle qui pue le plus et qui est la plus méchante. Alors on peut bien travailler avec des peaux d'hyène. Et ça fait des talismans plutôt à croquer pour la chance de destin. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de chance. Aujourd'hui, Sonia Lazareff connaît les sortilèges des plus grands sorciers et nous fait même partager son savoir. Par exemple, il y a un truc pas mal, c'est la salive d'un mort dans la vessie d'un bœuf noir. Et alors, au fur et à mesure qu'on gonfle la vessie avec la salive du mort qui est collée dans les parois, alors le gars, il gonfle. Alors moi, j'ai appris ça. Pourquoi je l'ai appris? C'est pour connaître l'antidote. Vous ne pouvez pas enlever si vous ne connaissez pas comment ça se fait et comment est l'antidote. C'est d'ailleurs en côtoyant ces marabouts et autres jeteurs de sorts dans ses voyages en Afrique qu'elle s'est fait quelques ennemis. Il y a à peu près que moi, qui soit blanche, qui ait le pouvoir de mes amis africains. Je connais personne d'autre. On dit, mais c'est encore elle. Mais il faut l'avoir, celle-là. Parce que le mal qu'ils font, ça tombe. Que si on vient me voir, ils tombent, alors ils sont pas contents. Sonia Lazareff prétend avoir réussi par ses pouvoirs à sauver beaucoup de victimes d'envoûtement et autres magies noires. C'est le cas de cet homme. Son expérience est particulièrement troublante. Envoûté par des proches, son esprit ne lui appartenait plus. On dit oui à tout, on se rend pas compte. Même si vous voulez pas le faire, mais vous le faites quand même. Vous dites non, j'ai pas envie de le faire, et la veille vous allez dire non, et le lendemain vous allez dire hop, vous prenez la voiture, vous partez, vous savez pas pourquoi. Mais heureusement que tous ces produits qu'elle m'a donné Mme Lazareff, ces bains qu'elle m'a donné, ces petites poudres, ces petits trucs magiques qu'elle a dû faire elle-même, a réussi à me calmer aussi, et je m'en suis sorti tout seul, voilà. Obéissant à une force suite à sa rencontre avec une femme qui pratiquait la magie, Hervé a tout perdu. J'étais emporté dans une espèce d'élan aussi que je n'arrive pas à y mettre. J'ai vendu ma maison, j'ai quitté mes enfants, j'ai tout quitté. Et en arrivant dans ce pays où elle était, je me suis rendu compte qu'elle était dans la magie. Comment expliquer l'efficacité des remèdes de Sonia Lazareff? Selon l'historien Paul-Éric Blanru, la sorcellerie n'est qu'une manipulation de l'esprit. Elle relève plus de la superstition que du paranormal. Alors, la sorcellerie fonctionne un petit peu
je dirais comme la méthode Coué, un petit peu comme le placebo également. C'est-à-dire à partir du moment où on y croit, ça peut fonctionner. Je dis bien, ça peut fonctionner, c'est-à-dire que vous pouvez avoir mal au crâne, vous pouvez, au contraire, penser que vous allez mieux, parce qu'on vous en a persuadé. Les rituels, les poupées, tout ça, c'est de la superstition, bien évidemment. Ça ne fonctionne jamais. Oui, mais voilà, la sorcellerie existe bel et bien en France, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Dominique Camus est ethnologue. C'est en gagnant la confiance de certains sorciers qu'il a réussi à collecter quelques objets maléfiques comme ceux-là. Bon, là, effectivement, le rituel est assez complexe. Il s'agit d'occasionner des douleurs très longuement, mais la poupée a été chargée. C'est-à-dire qu'on a mis à l'intérieur de l'effigie de la personne un tissu qui manifestement a dû lui appartenir, afin de créer ce contact, ce lien entre la victime et puis ce qui le représente. Bon, là, c'est classique, c'est un rituel qui, au départ, a dû être un envoûtement sexuel, martyrisation des parties génitales, des seins, etc. Et après, on s'en est pris à la vie de la personne. Là, ça laisse aucun doute, le cœur est percé, les flancs, les yeux, la bouche. On appelle cela des charges. Elles représentent un travail maléfique effectué sur une personne. Dominique Camus en a récolté des dizaines lors de ses enquêtes, et certaines sont spécialement violentes. Un pénis planté d'épingles, et un autre, tout simplement, noué. Mais alors là, c'est un rituel déjà qui est plus complexe, qui, à la fois, le nœud est censé symboliser l'impossibilité d'érection, mais là, je pense, parce que c'est un objet qu'on a trouvé, qui se complique par le clou qui est enfoncé, qui doit être destiné à provoquer une rétention urinaire. Depuis plus de 20 ans, Dominique Camus étudie la sorcellerie. C'est lors de réunions comme celle-ci qu'il met en garde ses élèves et autres adeptes des sciences occultes contre les sorciers et leurs pouvoirs. Comment se fait-il qu'il y ait encore aujourd'hui des sorciers ou des gens qui ont recours aux sorciers? Comment expliquer ce phénomène? Magie noire, science parallèle ou simple superstition? La sorcellerie est-elle réelle? Certaines preuves irréfutables donnent envie d'y croire, peut-être parce que la sorcellerie offre des solutions simples à des situations inexplicables. Alors, réalité ou superstition? Elle continue en tout cas de fasciner et n'est pas prête de disparaître en France. Lorsque la médecine traditionnelle n'arrive plus à vous soulager, vous êtes nombreux à faire appel aux médecines parallèles et plus précisément aux magnétiseurs, des âmes qui seraient capables, par une simple apposition des mains, de soulager vos maux. La science est évidemment assez réservée sur ces praticiens d'un genre particulier. Mais ce soir, un médecin a bien voulu confier ses patients à 2 magnétiseurs pour vérifier leur impact sur la maladie. Autre pouvoir magnétique, celui que possèdent les sourciers. Ils seraient capables de localiser avec un simple bout de bois l'emplacement des points d'eau et leur profondeur. L'un d'entre eux a bien voulu, lui aussi, se soumettre à une expérience. Magnétiseurs, guérisseurs, rebouteux, que cachent ces noms mystérieux? Leurs mains auraient le pouvoir de soigner. Chaque année, des dizaines de milliers de Français les consultent en espérant soulager leurs douleurs. Nous avons choisi de suivre 4 magnétiseurs aux méthodes différentes aux 4 coins de la France. Faut-il croire à cette pratique légale mais non reconnue par la médecine? Jean-Claude Audigier est un magnétiseur sourcier qui vit en Ardèche. C'est dans ces magnifiques paysages qu'il dit puiser son pouvoir. Selon lui, à certains endroits, des faisceaux d'énergie positive tombent du ciel. Le magnétiseur, le radiesthésiste et le sourcier, il n'a absolument pas d'énergie dans ses mains. On n'est qu'en chair et en os comme tout le monde. Ce qu'il y a, il canalise l'énergie du haut et il la transmet à l'individu pour son problème qu'il va nous demander en fait. C'est ça un peu la clé de la réussite. D'ailleurs, l'individu qui n'y croira pas ne vous fera pas de demande. Et ça marche, pourquoi? Parce que l'individu vous le demande, il y croit. De nombreuses personnes de la région croient aux capacités de Jean-Claude. Découvrir des sources d'eau, retrouver des personnes disparues ou soigner les maux corporels. Pour preuve, sa salle d'attente ne désemplit pas. On dirait presque le cabinet d'un médecin. Rentrez, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Mais voilà, moi je venais vous voir parce que j'ai quand même mal à mon dos. Oui. J'ai une cruralgie, une sciatique, je sais pas quoi, mais enfin j'ai des douleurs atroces. Bon, mais je vais voir ça. Asseyez-vous. Contrairement à un médecin, Jean-Claude ausculte ses patients avec son pendule. C'est son principal instrument de travail. Oui, c'est un nerf qui est pincé dans la colonne vertébrale. Alors je vais magnétiser pour dépincer ce nerf
Je vais voir si vous êtes réceptif aujourd'hui. Je ne sais pas, je sens quelque chose. Je vais vous mettre les mains, je vais sentir si vous êtes attiré. Il fait ensuite passer son magnétisme par simple apposition des mains. Oui, quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en guise de traitement, les recommandations de Jean-Claude sont plutôt surprenantes. Qu'est-ce que je fais comme d'habitude? Mais comme d'habitude, vous boirez de l'eau avec un signe de croix sur un verre d'eau pendant 3 soirs. D'accord. Voilà ce que vous ferez, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Et voilà, vous tiendrez au courant. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et bien voilà, je dirais on amènera une amélioration. Voilà, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas, au contraire, les médecins, c'est des gens, on en a besoin, on est un complément d'aider les gens, voilà, pour des différents problèmes, zona ou ulcère ou autre. Malgré ces pratiques qui peuvent paraître farfelues, Jean-Claude affirme avoir une certaine clientèle de personnel soignant. C'est vrai que beaucoup de personnes viennent me voir, hein. Des prêtres, des vétérinaires, des médecins, infirmières, enfin toutes sortes de personnel soignant. Mais ce qu'il y a, c'est des gens qui, c'est vrai qu'ils sont tenus, quoi. Ils ne peuvent pas le mettre au grand jour et expliquer au grand jour que ça existe. Certains médecins reconnaissent que le magnétisme peut avoir une utilité dans certains cas. Le docteur Dubois est ancien secrétaire général du Conseil de l'Ordre. Dans des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire où il y a une composante psychologique comme l'eczéma, l'asthme, le mal de dos, la céphalée, la migraine, l'énurésie, l'anorexie, bien entendu. Alors ne me demandez pas de savoir par quel moyen agit le magnétisme, je n'en ai pas la moindre idée, je ne suis pas un savant dans ce domaine, mais indubitablement, les magnétiseurs peuvent rendre service. Attention, le magnétiseur ne se substitue jamais à la médecine classique. Il apparaît plus comme un complément pour des pathologies bénignes et psychologiques. C'est le cas de ce monsieur qui était venu voir Jean-Claude pour un problème de verrue persistante. Il m'a dit, mais vous avez des verrues, monsieur Bianès? Je les sens. Je lui ai dit, oui, j'ai 2 verrues et il y a un certain temps que j'ai 2 grosses verrues au pouce et à l'index. Il m'a pris ma main, il m'a fait 2 ou 3 signes de croix sur les 2 verrues et au bout de quelques temps, les verrues se sont desséchées. Et vous voyez, maintenant, j'ai le pouce et l'index tout à fait normal, il n'y a absolument rien plus. Il faut quand même y croire. Sans croyance, le magnétisme n'aurait donc aucun effet. Pourtant, des guérisons bien mystérieuses arrivent parfois. Comment expliquer des résultats miraculeux sur des animaux? Jean-Claude a récemment soigné un cheval qui s'était profondément entaillé la patte sur un barbelé. Il aurait dû en mourir. Le vétérinaire serait été obligé de faire des points et à l'endroit où il avait la blessure, à son antérieur avant, à l'antérieur droit, c'était impossible de faire des points. C'est-à-dire que c'était un cheval qui était perdu, qui était destiné à l'abattoir. Jean-Claude demande alors à l'éleveur de donner du sel à son cheval, sans oublier de faire sur sa blessure plusieurs signes de croix. Et sa grosseur à l'épaule diminuait et au bout de 10 jours, le cheval était carrément guéri. Jean-Claude, il a un don, c'est qu'il arrive à enlever le mal par une force qu'on ne connaît pas. Certains vétérinaires reconnaissent eux aussi des guérisons mystérieuses sur les animaux. C'est difficile à expliquer parce que quand on ne s'explique pas quelque chose, on a tendance à le rejeter, quoi. Je dirais que la médecine, c'est quelque chose de rationnel et là, on est dans l'irrationnel, quoi, hein, mais on peut faire qu'un constat. Et moi, le constat, je l'ai fait. Et Jean-Claude n'est pas le seul à obtenir des résultats étonnants. À des milliers de kilomètres de là, en région parisienne, nous avons rencontré un autre magnétiseur. Marilus Lemapian est fille de médecin et mère de famille. Il y a quelques années, sa voisine, une médium, a eu un flash sur son don. Marilus se documente alors et fait des tests sur son entourage. Devant son succès, elle décide de s'installer à son compte. Carole est l'une de ses patientes. Bonjour Carole, Marilus. Ça va? Ça va. Ça va, vous avez amené tous vos dossiers? Oui. Marilus n'utilise pas le pendule. En passant simplement ses mains au-dessus de sa patiente, elle dit sentir les énergies négatives. Il y a des petites contrariétés? Un peu, oui, avec la famille. Bon, alors on va regarder ça de plus près. Alors là, je suis en train de rétablir les énergies dans le ventre de Carole. C'est-à-dire que d'abord, je prends contact de tout ce qui se passe dans son ventre, les faiblesses, les zones un peu plus fortes, là où il y aurait de la congestion, où il y aurait des faiblesses. Moi, je ressens que ça bouge dans mon ventre. J'ai des fourmillements aussi au niveau des mains. Et quand je ressors de la séance, j'ai froid. Donc, je sens que ça bouge et je pense que ça se soigne puisque je suis soignée maintenant.
En effet, l'histoire de Carole est inespérée. Suite à un accouchement difficile, elle subit de forts saignements quasi ininterrompus. Après 4 ans à courir les hôpitaux, entre traitements médicaux et opérations, Carole décide de consulter une guérisseuse. La médecine me propose 2 solutions. Une solution, j'arrête le traitement, je continue à saigner jusqu'à la ménopause. La deuxième solution, c'est de m'enlever l'utérus. Pourtant, après quelques séances de magnétisme, les premiers résultats se font sentir. Mais en aucun cas, Marilus ne met de côté la médecine traditionnelle. Bien au contraire, elle travaille toujours en collaboration avec les médecins. En fait, quand les personnes viennent en soins chez nous, elles ont toujours un dossier médical, parce qu'on sait sur quoi on va travailler. Si vous veniez avec une maladie non identifiée, de toute façon, je vous renverrai vers un médecin qui fera le diagnostic et ensuite je prendrai en charge si c'est nécessaire, si je le peux, si c'est dans mes compétences. Mais il m'est donné aussi quelquefois de trouver une anomalie dans un corps qui n'a pas été encore diagnostiqué. Dans ces cas-là, je renvoie vers des médecins pour qu'eux posent le diagnostic. C'est extrêmement important, ça. Peut-être Carole a-t-elle trouvé chez Marilus une écoute et une empathie qu'elle ne sentait pas chez les médecins qui la suivaient. Cette forme de thérapie lui a bien réussi. Et pour moi, Marilus a été, je dirais, ma sauveuse de cette expérience et de ne pas subir d'opération et d'aller jusqu'à ma ménopause tranquillement. Pour approfondir notre enquête, nous avons décidé de faire une expérience. Bernard Briens et Didier Franck sont tous deux magnétiseurs, avec des pratiques différentes. Ils ont accepté notre défi, tenter de soigner des patients sous l'œil attentif du docteur Thierry Gavardin. Il est chef du service rééducation de l'hôpital de Poissy en région parisienne. Ce sont des patients qui ont de véritables pathologies, qui sont parfaitement étiquetées, que l'on connaît bien. D'accord. Ben, on va tenter l'expérience. Hein. On est venu là quand on verra les malades, qu'on va pouvoir commencer à poser les mains dessus, qu'on saura si ça fait partie des choses possibles. Danielle, la première patiente, souffre de douleurs cervicales liées à l'arthrose. C'est Bernard qui va s'occuper d'elle. Voilà, nous allons voir ça. Hein. Vous allez vous mettre là sur la table si vous voulez bien. Bernard semble ne pas avoir la moindre hésitation. Il a l'habitude de ce genre de pathologie. Rebouteux depuis plus de 20 ans, il est censé être spécialisé dans les fractures, les foulures et les douleurs articulaires. Vous êtes une fausse calme, hein? Exact. Voilà, ici là ça fait mal. Oui, exact. Voilà, nous sommes d'accord? Oui. Voilà, vous faites juste cette petite bascule comme ça, doucement, très lentement. Hein. Il n'y a aucun danger. C'est un peu désagréable, mais ça va aller. Voilà. Au bout d'une vingtaine de minutes de manipulation, surprise, Danielle se sent vraiment soulagée. Bon là, tout de suite, effectivement, je sens que mon cou, il est nettement mieux. Mais ça fait plaisir, parce qu'on se sent moins engoncé, vous voyez. Je pense que certaines personnes ont des dons et qu'il faut, s'il y a moyen de les exploiter, pourquoi pas, tant que c'est sous surveillance médicale. C'est au tour de Didier Franck de tester ses dons. Il va tenter de soulager Françoise, qui se plaint d'une sciatique très douloureuse, en posant sa main sur son dos et en laissant agir son magnétisme. Pour le temps, je fais que poser la main. Et dans le pied maintenant. Le pied gauche. Le pied droit. Mais au bout d'une quinzaine de minutes, le résultat n'est pas probant. Oui, donc là, vous me faites réveiller la douleur. Hein. Quelques jours plus tard, le docteur Gavardin vérifie aux radios l'arthrose et la sciatique des deux patientes. Elles n'ont pas disparu. Pourtant, Danielle n'en revient pas. Elle n'a plus mal. Explication, l'arthrose existe toujours, mais Danielle a tout de même perdu l'un de ses symptômes, la douleur. Alors s'agit-il d'une impression? Certains magnétiseurs ont-ils un pouvoir de guérison ou plutôt de suggestion? Bon, en fait, on est en face de deux personnes qui ont des pratiques très différentes. On en a un qui est vraiment un magnétiseur, c'est-à-dire que, comme on disait dans le temps, il impose les mains, alors que l'autre fait un peu de magnétisme, mais utilise aussi des techniques de, je dirais, de rééducation qu'on utilise nous-mêmes, et aussi des techniques presque ostéopathiques. Si les magnétiseurs semblent complémentaires de la médecine classique pour des pathologies bénignes, ils ne peuvent en aucun cas la remplacer. Encore peu reconnus officiellement, ils comptent pourtant de plus en plus d'adeptes. Impossible de contrôler toute la profession, alors attention aux charlatans. D'autres personnes prétendent posséder des dons encore plus difficiles à croire.
Gilbert Christmann a celui de détecter grâce à son corps la présence d'eau dans le sol. Il est sourcier et depuis plus de 20 ans, il se met au service de quiconque recherche une source sur son terrain. Nous lui avons lancé un défi. Il habite Colmar, en Alsace. Nous l'emmenons à Uzès, à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, où il va tenter de prouver l'authenticité de son don. Cette expérience est très intéressante puisque c'est un terrain que je connais absolument pas, ni les roches, ni les couches géologiques qui le composent, et donc absolument pas comment l'eau circule dans ce sous-sol. Cette fois, Gilbert ne pourra donc compter ni sur sa connaissance du paysage, ni sur ses repères habituels. Enchanté. Enchanté. On a un beau temps. Ouais, impeccable, il fait beau. Faire ses recherches. Ok. Armé d'un matériel rudimentaire, il va donc devoir se fier totalement à son instinct pour trouver de l'eau. Je vais démarrer avec ma baguette de sourcier et ensuite je confirmerai avec celle-ci. On a une détection beaucoup plus rapide, plus, je dirais d'abord grossière. On va pouvoir affiner avec ça et ensuite j'utiliserai le corps et le pendule. Et à l'entendre, le maniement de sa baguette a l'air assez simple. Lorsque je cherche un signal, ma baguette, ici je cherche, là j'ai rien, ma baguette est étrange, je trouve un signal, voilà. Et ici, mon corps va transformer l'onde qu'il a sentie en une rupture d'équilibre de la baguette dans les mains. La première étape commence avec l'inspection très attentive du sol. Chaque détail du relief semble compter, et Gilbert va donc quadriller la zone pour trouver de l'eau. Là, ici, j'ai quand même déjà un débit intéressant. Si on veut avoir de l'eau sûre, il faut qu'on la cherche ici. Il peut y avoir donc une source. Donc là, il faut visualiser donc de l'eau qui court dans le sous-sol. Je vais laisser aller le corps, donc je me mets bien à plat. Et puis, je me laisse aller, donc, et je laisse ce qu'on appelle lâcher prise, hein, tout simplement. Je me laisse complètement aller, et là, je me sens donc emporté par la veine d'eau. Hein. Au bout de 15 minutes seulement de présence sur le terrain, Gilbert se sent irrésistiblement attiré par un point d'eau situé à quelques pas de là. Il pense même connaître la profondeur de l'éventuelle source. 55 mètres. Est-ce que de ces 55 mètres, on peut tirer quelque chose? Donc là, on serait a priori quand même dans une belle nappe. Donc là, je ne sais pas si ça existe dans la région, si. Ouais. Vous trouvez combien, là? Bah donc à 55 mètres. Grâce à un forage, nous allons pouvoir vérifier à notre tour s'il y a bien de l'eau à la profondeur et à l'endroit précis indiqué par Gilbert. Ah si, je pense on va trouver de l'eau. Ah, j'espère juste c'est à peu près à la profondeur que j'avais indiquée, donc que j'avais dit 57-58 mètres. Et donc c'est là on va voir si effectivement ce qu'on trouve correspond à ce qu'on ressent. Le don de Gilbert va-t-il le trahir? Pour Patrick Jean-Baptiste, journaliste scientifique, aucune magie là-dessous, juste de la science. Tout serait dû aux cristaux de magnétite, des petits aimants naturels dispersés dans tout le corps. Les cristaux de magnétite sont des petits cristaux composés d'un oxyde de fer et qu'on retrouve à peu près dans tout l'organisme. Mais on en trouve plus particulièrement dans le cerveau et dans l'enveloppe qui entoure le cerveau. Lorsqu'un sourcier passe au-dessus d'un cours d'eau souterrain, il percevrait inconsciemment une perturbation magnétique qui stimulerait le cerveau et provoquerait la contraction légère des muscles, par exemple, de ses bras, de ses avant-bras ou de ses mains. Cette contraction serait amplifiée par la baguette. Et là, il détecterait donc le cours d'eau souterrain. Des informations conditionnelles, car il n'est pas encore prouvé que ces aimants nous permettent de ressentir des champs magnétiques. Mais si c'était le cas, tout le monde pourrait devenir sourcier. Gilbert. Guylaine. Enchanté. Gilbert va donc essayer d'enseigner son art à Guylaine. À son tour, elle va tenter de localiser un point d'eau. Donc là, la démarche, vous visualisez de l'eau, donc ce qui se passe dans le sous-sol. Et maintenant, hein, vous allez avancer, mais tout en cherchant de l'eau. Hein. Voilà. Maintenant, vous laissez aller complètement. Et vous essayez d'imaginer qu'il y a de l'eau là en dessous. Et qu'à la limite, vous essayez de sentir l'eau. Mais pas sous forme, si vous pouvez voir un ruissellement, vous fermez les yeux, hein, et vous essayez d'imaginer, de visualiser, donc tout simplement de l'eau qui coule dans la terre. Qu'est-ce que vous sentez là?
Rien. Vous sentez que vous partez légèrement en arrière? Visiblement, Guylaine ne ressent rien, mais Gilbert persiste. Il pense maintenant qu'en lui tenant simplement la main, il va pouvoir l'aider à ressentir la présence de l'eau sous leurs pieds. Peut-être que quand je lui donnais la main, j'ai senti la baguette effectivement venir vers nous et après repartir, comme une certaine force, une attraction. Moi, toute seule, j'ai absolument rien ressenti. Pour Guylaine, l'expérience n'aura pas été très concluante. Mais alors, qu'en est-il de notre sourcier et du point d'eau qu'il prétend avoir trouvé? Retour à notre forage. 4 heures se sont écoulées et les ouvriers arrivent au 55e mètre de profondeur. De l'eau va-t-elle enfin jaillir de ces terres? Est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne savais pas du tout au départ. Mais bon, c'est un succès, donc je suis tout à fait ravi de ces travaux. On a bien retrouvé l'eau là où elle est. Donc là, c'est un grand soulagement. Expérience réussie. Gilbert ne connaissait pas du tout les terres sur lesquelles nous l'avons emmené. Et force est de constater qu'il a bien trouvé de l'eau. Paranormal ou non, Gilbert possède bien un vrai don de sourcier. C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle plongée au cœur du paranormal. Une fois de plus, qui croire et que croire dans ce monde? Pour ceux qui croient au surnaturel, pas besoin de preuves. Pour ceux qui n'y croient pas, aucune preuve ne suffira. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Face à l'étrange. Bonne soirée.